suis en compagnie de Laurent Brunner, directeur de Versailles Spectacle. Bonjour. Et on va parler de la programmation assez exceptionnelle, puisque on commémore les 250 ans de cet opéra de Versailles. Alors, on va commencer, puisqu'on a 250, il y a quelqu'un d'autre qui a 250 ans, qui est né en même temps que l'opéra de Versailles, c'est Beethoven. Ah oui, alors ça c'est une double révolution, celle bien sûr d'avoir construit ce théâtre, et qu'il soit toujours là, parce que finalement beaucoup ont brûlé, hein, et celle de Beethoven qui est sans doute le compositeur qu'on imaginerait le moins dans les ors de Versailles. Oui, c'est plutôt la révolution, Beethoven. Voilà, et en même temps, il est l'enfant tout à fait de cette époque-là. Et autant on a pu proposer à Mozart, par exemple, de tenir l'orgue de la Chapelle Royale, ce qu'il a refusé, autant Beethoven est exactement le bon contemporain du paysage, puisqu'il arrive, on va dire, sur le tableau musical dans les années 1790, et il les quitte en 1827 à peu près. Ça. Et finalement, il est vraiment le contemporain, non pas de la construction de la salle, mais de ses premières années. Et donc, il a joué essentiellement dans des théâtres qui avaient plus ou moins cette époque-là. Alors, c'est surtout l'occasion pour nous de dire au public, venez écouter Beethoven. Pour ceux qui ne savent pas, profitez-en. C'est vraiment le compositeur. L'avant-garde, c'est lui qui invente ça. Sauf que maintenant, elle a 250 ans, donc elle nous est passée dans le sang. C'est vrai que c'est un musicien révolutionnaire à tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est le musicien de la Révolution, et c'est une révolution dans la musique aussi. Voilà, révolutionnaire parce que ça va être le premier à vivre de sa musique, vraiment de sa musique, absolument. Et pas seulement de dépendance, on va dire, de billetterie. C'est aussi quelqu'un qui est très influencé par les idées des Lumières et les idées de la Révolution française, et jusqu'à Napoléon, empereur. Jusqu'à penser que Napoléon a trahi cet idéal-là. Et puis surtout, musicalement, il fait une vraie révolution. Il fait une rupture avec tout ce qui a été ancien, le baroque, et soudain, on a une œuvre qui parle de l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors c'est vraiment assez fantastique. Et là, par exemple, on propose l'intégrale des symphonies. On pourra écouter les 9 symphonies en 4 soirs. Incroyable. En 4 soirs. C'est une espèce de météorite musicale fantastique. On entend vraiment un condensé de génie, littéralement. Je rappelle que la 5e et la 6e et le concerto de l'empereur ont été créés le même soir, par exemple. On se dit, on aurait aimé être dans la salle. Enfin, c'est entendre pour la première fois des œuvres aussi extraordinaires, c'est fantastique. Ou bien Barry Douglas qui viendra, par exemple, faire tous les 5 concertos pour piano et orchestre. C'est pareil. C'est en 2 soirs, on a soudain, on va dire, vraiment une flopée de chefs-d'œuvre. Et puis les entendre à la suite, ça les met tous en perspective. On entend le temps qui passe, alors que lui était sourd, bon, on n'entendait pas tout. C'est vraiment le pauvre. Voilà. Parce que c'est comme le drame de sa vie. Et on finira avec les 10 sonates pour violon et piano que Renaud Capuçon, que les Français adorent, viendra jouer en 3 concerts le même jour, 2 ici, mais entre les deux, on va en jouer un à la Chapelle. Donc, les 4 premières, les 4 suivantes à la Chapelle, et les 2 dernières ici, où je ne sais plus trop les détails, mais une espèce de voyage musical. Pratiquement tout Beethoven, enfin... Oui, pas tout, parce qu'il resterait plein pour piano, mais beaucoup de choses. Les 9 symphonies, c'est quand même incroyable, ça. Oui, et sur instrument ancien, parce que je crois que c'est bien à Versailles, si on le peut, pas toujours, mais de faire un respect de l'instrument historique. Et Beethoven sur des instruments du 18e, dans la fin du 18e siècle et du début du 19e, ça sonne, c'est Gardiner qui dit ça, il dit ça sonne comme la musique de la Révolution française. C'est ça, oui. Et ça compte, c'est cette époque-là. Alors, 250 ans de Beethoven, autre anniversaire, c'est les 350 ans du bourgeois gentilhomme. Alors oui, c'est ça. 1670, un siècle plus tôt. C'est incroyable, ce 70 là est formidable. Ce 70 est très beau puisque... on va dire pas la dernière grande œuvre de Molière, mais presque. En tout cas, celle qui nous a laissé le plus de traces. Et avec ballet, avec comédie-ballet de Molière et Lully, c'est 1670, c'est Le Bourgeois gentilhomme. Alors, on reprend une production qu'on a déjà fait avec Denis Podalides, qui est un peu de la maison, à Versailles. Et de la Comédie Française aussi. Voilà. Cette production qu'il a faite avec des comédiens d'exception et qui va, on va dire qu'on la reprend pour la dernière fois, parce que la production elle-même, elle a 10 ans. On a déjà fait 4 fois une série, ça sera la 5e. Et là, on a le spectacle qui plaît aux grands et aux petits. Je pense que c'est peut-être le texte de Molière qui est absolument inusable et indestructible. Il est à mourir de rire par moment. Une invention permanente, d'une modernité absolue, et puis qui colle bien ici, dans une mise en scène dont les décors et la scénographie sont d'Éric Ruff, qui dirige la Comédie Française. Tout ça est d'une grande beauté, d'une grande habileté, et magistralement interprété. Alors ça, voilà, on a un succès absolu. Moi, je sais que je ferme les yeux. Il faut voir ça. Il ne faut pas le rater. Alors, il y aurait aussi un ballet sur Marie-Antoinette de Malandin, c'est ça ? Thierry Malandin, qui est aussi de la région, son père est le maire de Trappes, a reçu par moi une commande. Il est à Biarritz, non ? Alors, il dirige le ballet de Biarritz aujourd'hui, et je lui ai passé commande il y a quelques années
d'un ballet sur Marie-Antoinette. Alors il m'a dit non mais j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, la politique, comment s'en sortir. Oui. Et puis il est rentré dans le truc. Sulfureux, hein. Ah, c'est toujours compliqué. Et il est rentré dans le truc et il en a sorti un opéra littéralement depuis l'arrivée de Marie-Antoinette à Versailles, c'est-à-dire le jour de l'inauguration de l'opéra, puisqu'elle est arrivée le jour de son mariage, jusqu'à son départ en 1789. Donc on n'a pas l'échafaud, on n'a pas la jeunesse à Vienne, mais il y a Marie-Antoinette qui découvre l'Opéra Royal. Ouais. Alors c'est une fois de plus un spectacle qui parle à la fois de l'histoire et de ce personnage, et qui en parle dans l'opéra à l'époque déjà. Et c'est assez... alors c'est un très beau spectacle, on le joue avec un orchestre dans la fosse qui joue des symphonies de Haydn, et c'est magnifique. Et on le reprend à nouveau, on en a fait une publication en DVD. Eh bien, je vous propose d'en regarder un extrait. Donc c'était le ballet Marie-Antoinette de Ballandin. Alors il y a aussi, j'ai vu une chose assez étonnante, c'est le Platé de Rameau. Par qui? Alors par Rameau. Par Rameau, évidemment. Qui avait créé ce projet, ce Platé ici. Je rappelle, c'est l'histoire d'une grenouille que les dieux s'amusent à transformer et à lui faire croire qu'elle est une reine bientôt, qu'elle va être épousée par Apollon qui descend du ciel. Et c'est une grande comédie du XVIIIe siècle, absolument extraordinaire. Et on a demandé à Shirley et Dino d'en faire la mise en scène. Ils avaient déjà fait avec nous plusieurs projets. Et évidemment, ça les a bottés tout à fait, puisqu'ils ont dit, bon ben, on va faire ça. Mais alors, au lieu que la grenouille soit dans un marécage, ça sera plutôt une fille un peu légère dans une banlieue pourrie, ah oui, une espèce de marécage moderne. Et tout ça, bien sûr, avec la baguette d'Hervé Niquet qui est pétillant dans ces musiques-là. Et ça va donner une Platée revue aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Mais bien sûr, la musique est de Rameau, et puis la mise en scène va être, comme toujours avec Shirley et Dino, facile d'accès, plaisante et très drôle. Alors, ils rajoutent des textes, ils rajoutent des trucs comiques, des numéros, des chansons. Bon, ça va se créer bientôt, ça sera, je pense, un très bel événement. Très bel événement. Alors, j'ai relevé aussi, il y a toute une série de vedettes qui vont venir. Il y a Cécilia Bartoli, il y a Philippe Jarouski, il y a Patricia Petitbon. Ça, c'est des récitals, alors? Oui, on donne aussi, en dehors de productions scéniques, des concerts, des récitals, parce que je crois que c'est une manière de faire venir des grands interprètes d'aujourd'hui. Je pense à Philippe Jarouski ou Cécilia Bartoli, qui sont des habitués de la salle. C'est vraiment des salles pour leur voix. C'est une salle assez petite. Elle donne vraiment... Oui, on voit bien ce que ça. Voilà, on voit bien, on entend bien. Le contact dans le récital, c'est un contact un peu physique. Bien sûr. Et donc ici, c'est leur bonheur. Des artistes. On voit le blanc des yeux du chanteur, ça compte. Surtout quand il les a aussi beaux que Cécilia Bartoli. Et puis il y a toute votre politique, on parlait du ballet Marie-Antoinette, de DVD, de publication de DVD. Alors oui, on a décidé, puisqu'on fait les concerts, pourquoi pas de les enregistrer de temps en temps, et de faire déjà bientôt 25 CD et DVD enregistrés tous lors de concerts au château de Versailles. Et bien sûr, ils ne sont pas seulement enregistrés pendant le concert, on fait ce qu'on appelle des patchs, c'est-à-dire qu'on complète pour avoir vraiment le son idéal et l'interprétation idéale, les jours avant et les jours après. Et c'est une mémoire. Et aussi, ça touche tout un public qui n'a pas pu venir au spectacle ici et qui va, en France ou à l'étranger, trouver ces œuvres. Alors, je sais pas, le Grand Orgue de la Chapelle avec Jean-Baptiste Robin qui en est un titulaire. Ici, des Noëls baroques chantés à Versailles par des enfants et Gaëtan Jarry. Et puis, par exemple, la Dénation de Faust, le Grand Opéra de Berlioz, dans le décor de 1837 qu'on avait remonté pour l'occasion sur le plateau. Voilà, il y a des moments comme ça un peu exceptionnels. Et on peut se les procurer
Où et comment? Alors ils sont en vente partout, vous pouvez acheter des disques D'accord. sur internet et puis bien sûr sur notre site et dans notre boutique rue des Réservoirs à Versailles au pied de l'Opéra. Voilà, on peut faire Versailles chez soi grâce à ces Absolument. DVD. Il y a aussi Stravaganza d'Ambre, non? Alors il y a aussi Stravaganza d'Amore qui vient de D'Amore. sortir, qui est un projet qu'a fait Raphaël Pichon sur les prémices de l'opéra en Italie. Juste avant l'Orfeo de Monteverdi, qui est la première vraie pièce d'opéra, il y a toutes ces musiques qui sont quasiment la moitié ou le tiers d'un opéra et qui sont d'auteurs moins connus. Et il les a tous mis en scène les uns avec les autres dans la Galerie des Glaces pour une musique et un moment absolument extraordinaire. Donc ça, ce sont des moments qu'il faut savoir graver. C'est un petit peu comme si aujourd'hui on pouvait retrouver des moments anciens dont on n'a plus de traces et qui ont été, dont on sait qu'ils ont été fantastiques. Là, pour une fois, on garde le son et l'image. Voilà, Pichon de l'Opéra Italien, la Galerie des Glaces. Alors, on n'a pas donné de date pour tous ces spectacles. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Oui, il y a une centaine de vu quelques-uns. représentations. Il y en a une centaine. On peut renvoyer. Il y a un site. Voilà, Château de Versailles Château de Spectacle. Versailles Spectacle. On trouve facilement. Et puis, on les mettra aussi sur le site de TV78. Merci infiniment, Laurent Brunner. Merci beaucoup, Patrice. Et bonne saison. Ah, elle sera excellente.